Bien, donc bonjour à toutes et à tous, Thomas Carl, interne en pharmacie. Je vais vous présenter dans le cadre de cette journée nationale de pharmacovigilance une partie de mon travail de thèse qui portait sur une analyse des cas de surdosage au méthotrexate à dose chez des patients traités pour une hémopathie lymphoïde au CHU d'Amiens-Picardie. Donc tout d'abord, en introduction, quelques rappels généraux sur le méthotrexate. C'est un médicament qui appartient à la classe des antimétabolites antinéoplasiques. C'est un analogue de l'acide folique. Il va être indiqué à faible posologie dans différents domaines, notamment en dermatologie ou en rhumatologie, pour ses propriétés immunosuppressives ou anti-inflammatoires. On peut également l'utiliser par voie intratécale dans la prévention des rechutes neuroméningées dans le leucémie aiguë lymphoïde. Il va être utilisé à forte posologie, donc à des doses supérieures à 500 mg par mètre carré dans le domaine de l'oncohématologie, et plus particulièrement dans les ostéosarcomes ou dans les hémopathies lymphoïdes. Concernant la pharmacocinétique du méthotrexate, c'est un médicament qui possède un volume de distribution à l'équilibre moyen, compris entre 0,4 et 0,8 litres par kilo, ce qui lui permet de diffuser principalement dans l'espace extracellulaire, mais tout en conservant la capacité à pénétrer les membranes cellulaires. Il va pénétrer lentement mais largement dans les érythrocytes, et à forte dose, il est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau, ce qui est particulièrement intéressant dans les lymphomes oculo-cérébraux. Il possède un tropisme hépatique, rénal et intestinal, mais également pour les liquides d'épanchement, pleuraux, d'acide ou dans les œdèmes des membres inférieurs. On sait aujourd'hui que les patients présentant un troisième secteur, notamment en cas d'épanchement, peuvent présenter des variations de la pharmacocinétique avec des retentissements cliniques qui sont secondaires au retard d'élimination. Il existe principalement trois voies de métabolisation du méthotrexate. La première, qui est médiée par l'aldéhyde oxydase, aboutit à la formation de 7-hydroxyméthotrexate, qui lui par contre possède une forte liaison en protéines plasmatiques de l'ordre de 90%, ce qui peut être problématique en cas de coprescription de médicaments qui ont également une forte liaison aux protéines plasmatiques, car ça peut augmenter sa fraction libre plasmatique et donc augmenter la toxicité de la molécule. La seconde voie minoritaire, qui est médiée par des bactéries, notamment par la glucarpidase, aboutit à la formation de DAMPA, qui est un métabolite non toxique. Et la troisième voie de métabolisation, qui est médiée par la phosphoglutamate synthétase, aboutit à la formation de dérivés polyglutamate du méthotrexate qui ont la capacité de rester dans les cellules de façon prolongée et également donc de participer à la toxicité du méthotrexate. Au niveau du mécanisme d'action, donc le méthotrexate est un inhibiteur réversible et non spécifique, principalement de la dihydrofolate réductase et de la thymidylate synthétase. Ça va aboutir à un déficit en base purique, A et G, et d'une base pyrimidique, la thymidine. Ça va amener à un arrêt du cycle cellulaire, principalement en phase G, lorsque le méthotrexate est employé à forte dose. Et donc on va toucher principalement les cellules à division rapide, donc notamment les cellules cancéreuses, mais également les cellules hématopoïétiques et digestives qui peuvent être à l'origine donc des effets indésirables connus du méthotrexate. Au niveau de son élimination, le méthotrexate va être largement éliminé dans les urines, à hauteur de 90% à 48 heures, et une faible portion est excrétée par la bile via le cycle entérohépatique. Il existe différents transporteurs rénaux du méthotrexate, mais principalement on peut citer les transporteurs OAT1 et OAT3 qui peuvent être sujets à de nombreuses interactions médicamenteuses. Les transporteurs MRP2, MRP4 et BCRP sont également largement représentés dans l'élimination rénale. Et on peut citer également au niveau hépatique un transporteur important, c'est le transporteur OATP1B1. Donc rapidement, en ce qui concerne la toxicité du méthotrexate, elle est directement corrélée à sa durée d'exposition et à sa concentration sanguine, ce qui fait que le retard d'élimination du méthotrexate est le principal facteur de risque de toxicité. On va retrouver principalement une toxicité rénale, qui va se traduire par une insuffisance rénale aiguë, induite par une précipitation du méthotrexate et de ses métabolites dans les tubules rénaux, et ce, favorisée en milieu acide. On va également retrouver une toxicité hépatique qui est très fréquente, une toxicité neurologique, hématopoïétique et digestive. Il existe différents moyens de prévenir sa toxicité, notamment en évaluant la fonction rénale du patient avant administration du méthotrexate et en veillant à faire une analyse pharmaceutique complète des médicaments à risque. L'hyperhydratation alcaline est au centre même de la prévention. Elle permet d'éviter une cristallisation du méthotrexate dans les tubules rénaux qui est favorisée en milieu acide et en cas de faible diurèse. Donc il existe une multitude de protocoles d'hydratation en fonction
en fonction des centres, en fonction des pays ou même en fonction des protocoles. Je donne ici l'exemple d'un protocole donné par le réseau LOC des lymphomes oculo-cérébraux qui préconise d'alterner entre des solutés polyioniques et du bicarbonate de sodium tout en maintenant une surveillance adaptée du pH urinaire à chaque miction et une surveillance de la diurèse toutes les 8 heures. Mais globalement, l'objectif est toujours le même, c'est de veiller à ce qu'il y ait une hyperhydratation de 3 litres par mètre carré par jour avec un pH urinaire supérieur à 7,5. Il existe différents facteurs de risque, notamment les médicaments modifiant l'hémodynamique rénale par diminution de la diurèse, comme les IEC, les sartans ou les ISGLT2, les médicaments à base de vitamine C, ou même le furosémide, ainsi que les sodas à base de cola qui peuvent diminuer le pH urinaire. Le diabète est également un facteur de risque par diminution du pH urinaire. Le sauvetage par l'acide folinique est incontournable quand on parle de prévention. Il va être administré de façon séquentielle à tous les patients recevant du méthotrexate haute dose. Il est indiqué dans la prévention et ou le traitement des surdosages au méthotrexate. Pareil, à ce niveau, il existe une grande hétérogénéité en matière de protocole de sauvetage par l'acide folinique. Ici l'exemple proposé par le réseau LOC de 2021 qui préconise d'administrer l'acide folinique de façon séquentielle 24 heures après le méthotrexate haute dose à une posologie de 25 mg toutes les 6 heures et ce durant 3 jours. Concernant l'acide folinique, donc on rappelle quand même qu'il existe un phénomène de saturation au niveau de l'absorption digestive et ce par un mécanisme de transport actif des folates. Ce phénomène de saturation intervient pour des doses supérieures à 50 mg d'acide folinique et à des doses supérieures à 12,5 voire 25 mg pour le lévofolinate de calcium. Ça peut diminuer la biodisponibilité de plus de 30%, donc si ces doses sont dépassées, il vaut mieux privilégier la voie intraveineuse. Également par voie intraveineuse, prudence au cours de son administration due aux concentrations importantes de calcium que présentent les spécialités, donc maintenir des débits de 160 mg minute pour le folinate de calcium et 80 mg minute pour le lévofolinate de calcium. Donc globalement, le suivi thérapeutique et pharmacologique permet de détecter un retard d'élimination du méthotrexate, qui soit précoce ou tardif, afin d'agir le plus rapidement possible pour limiter au maximum sa toxicité. Donc la durée de perfusion du méthotrexate conditionne le moment de réalisation du premier dosage de la méthotrexatémie. Dans ce tableau sont présentés les seuils de toxicité de la méthotrexatémie à ne pas dépasser en fonction du délai du dosage et en fonction également de la durée de perfusion du méthotrexate, si c'est des perfusions courtes ou longues. Et en cas de retard d'élimination du méthotrexate, on va s'appuyer au niveau de la prise en charge sur une majoration des mesures préventives, à savoir une hyperhydratation alcaline, pour maintenir une diurèse suffisante et un pH urinaire supérieur à 7,5, un suivi de la méthotrexatémie et de la créatinémie, puis ensuite, en fonction du retard d'élimination du méthotrexate, une administration d'acide folinique ou de glucarpidase, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Concernant l'administration d'acide folinique, en cas de retard d'élimination du méthotrexate, il existe différents ABAC protocolaires qui sont justement donnés dans les protocoles de chimiothérapie utilisant le méthotrexate haute dose. On a ici l'exemple du protocole GRAL 2014 pour les leucémies aiguës lymphoïdes qui donne les doses d'acide folinique à administrer en fonction de la méthotrexatémie et du délai de réalisation du dosage. En cas de surdosage massif, donc on va avoir à disposition la glucarpidase qui est le voraxase, antidote du méthotrexate qui va venir lyser le méthotrexate en DAMPA atoxique. Il va être prescrit dans différentes circonstances, notamment si la méthotrexatémie à H48 est comprise entre 5 et 10 micromolaires et que, associé à ça, on a une élévation de la créatinémie d'un facteur 1,5 fois la valeur basale. On peut également l'administrer si la méthotrexatémie est directement supérieure à 10 micromolaires au bilan de H48. Le principal avantage du voraxase, c'est qu'il est capable de diminuer la méthotrexatémie de 95% en 15 minutes et il présente comme inconvénient d'être immunogène, de pouvoir induire des rebonds de la méthotrexatémie à distance de l'administration de la glucarpidase, d'être actif uniquement au niveau extracellulaire, donc il n'atténue pas la toxicité intracellulaire et son prix est très élevé, il avoisine les 20 000 € par flacon, sachant qu'il en faut en moyenne 4 pour une personne de 70 kg. Dans cette diapositive sont résumés sous forme de tableau les différents facteurs de risque de retard d'élimination du méthotrexate ou de toxicité.
Donc on retrouve différents facteurs qui peuvent être notamment liés au patient, qui peuvent être liés soit à la biologie ou à la génétique, qui peuvent être liés aux conditions biologiques au moment d'administration du méthotrexate pendant le protocole, et qui peuvent être également dus aux interactions pharmacologiques. Donc concernant les cas de surdosage au méthotrexate haute dose qui sont apparus en 2022 au CHU d'Amiens-Picardie, on relève donc 4 patients qui ont présenté une intoxication massive au méthotrexate et qui ont eu recours à l'administration de l'antidote qui est le Vorax. Chez ces patients, donc, on a résumé ici sous forme de 2 tableaux les différents facteurs de risque pouvant être observés, qui ont pu être observés chez ces patients. Donc on retrouve différents critères, notamment l'âge élevé chez 3 patients, un IMC qui est au-dessus de la normale chez les 4 patients, des doses importantes de méthotrexate, une administration d'une courte durée. On a eu un rebond de méthotrexatémie chez un patient qui a pu être mesuré. Malheureusement, le suivi thérapeutique pharmacologique n'a pas pu être réalisé chez les 3 autres patients, donc on n'a pas la preuve qu'il y a eu un rebond. Le bilan hépatique a été initialement perturbé chez 3 patients, avec également une hypoalbuminémie chez 3 d'entre eux. On a un cas d'hyperuricémie, une hyperthermie chez un des patients, la présence d'œdème des membres inférieurs chez un patient et des comorbidités à risque, notamment avec le diabète, qui est un facteur de risque d'acidité des urines. Donc ici sont résumées pour les 4 patients les variations des valeurs biologiques en rapport avec le bilan rénal et hépatique avant administration du méthotrexate et après le surdosage. On n'a pas tenu compte du bilan hématologique parce que c'est des patients qui ont des pathologies hématologiques lourdes, chez qui le bilan était très variable, qui se voyaient administrer des facteurs de croissance granulocytaire et même des EPO. Donc on n'en a pas tenu compte, mais globalement au niveau du bilan rénal, les 4 patients ont développé une insuffisance rénale aiguë et les 4 patients ont vu leur bilan hépatique également perturbé. On va le voir sur les diapos suivantes. Donc concernant le bilan rénal, on a eu en moyenne une perte de débit de filtration glomérulaire de 71,5% avec un nadir apparu entre J4 et J5 et un délai de récupération moyenne du débit initial de 66 jours. À noter, chez le patient numéro 1, la présence d'une oligurie à 400 ml le lendemain de l'administration du méthotrexate malgré les 4 litres d'apport. Globalement, on a eu chez les 4 patients un maintien du pH urinaire supérieur à 7 et avec un respect des protocoles d'hydratation. Le patient 1 a présenté une colite inflammatoire œdémateuse qui a été confirmée à la coloscopie. On a eu une apparition d'une cholestase hépatique cytolytique chez les patients 1 et 4 avec une guérison sans séquelles à J50 et J58. À noter également une gingivostomatite chez le patient 4. Donc dans cette diapositive sont résumés l'ensemble des traitements qui étaient co-prescrits et donc administrés aux patients au même moment que la cure de méthotrexate haute dose. Le jour de méthotrexate est représenté par la colonne jaune. Et donc on voit que l'ensemble des traitements qui ont été pris de façon concomitante. Globalement, chez les 4 patients, on a retrouvé que le valacyclovir était souvent pris, également avec le pantoprazole, mais également d'autres traitements qui peuvent avoir des répercussions au niveau rénal, comme la spironolactone ou même le dasatinib. Dans le cadre de ma thèse, on a cherché à savoir s'il avait pu y avoir des interactions d'ordre pharmacocinétique au niveau des transporteurs du méthotrexate. Donc pour ça, j'ai sélectionné l'ensemble des traitements qui étaient pris par les différents patients et qui avaient en commun donc les transporteurs du méthotrexate. Et donc on a renseigné pour chaque transporteur si le médicament était inhibiteur ou substrat de tel ou tel transporteur. On a également renseigné s'il y avait une forte lésion protéine plasmatique et en cas de néphrotoxicité des médicaments qui étaient coprescrits. Pour savoir si l'effet au niveau des transporteurs peut se produire à des doses thérapeutiques, on a cherché donc à comparer les IC50. Donc les CI50, c'est la concentration à laquelle une substance va exercer la moitié de son effet inhibiteur maximal. Donc on a comparé ces CI50 tout simplement aux concentrations cibles thérapeutiques des différents médicaments pour s'assurer que cet effet se produise bien à dose thérapeutique. Et donc on voit bien que pour le pantoprazole ou même le dasatinib, la ceftriaxone, à dose thérapeutique, il peut y avoir des interactions pharmacocinétiques au niveau de ces transporteurs.
Donc au final, nos résultats n'ont pas mis en évidence d'interaction médicamenteuse majeure pouvant expliquer à elles seules les surdosages survenus chez les 4 patients. En revanche, on peut remarquer qu'il y a des éléments pharmacocinétiques communs entre les médicaments prescrits et le méthotrexate haute dose, et donc il n'est pas impossible que des compétitions entre substraits ou des inhibitions de transport aient pu accentuer, voire induire un retard d'élimination du méthotrexate, et ce, chez des patients en nombreux facteurs de risque de retard d'élimination comme l'âge avancé, le surpoids, l'hypoalbuminémie, la fièvre, la présence de troisième secteur, des doses importantes de méthotrexate, ainsi que des comorbidités. Donc au final, ce travail a abouti à la réalisation d'une RMM, une revue de morbimortalité dans le service concerné. Différents axes importants ont été retenus, notamment appuyer au cours des consultations tripartites ou bien des conciliations un interrogatoire complet des patients concernant les produits qu'ils peuvent utiliser au moment de la cure de méthotrexate haute dose, que ce soit de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des sodas ou même de la vitamine C. On était en train également d'optimiser le suivi thérapeutique pharmacologique du méthotrexate post-voraxase au sein de notre établissement dans le laboratoire de pharmacotoxicologie par la mise en place d'une méthode de dosage en HPLC UV pour éviter de sous-traiter les dosages dans des centres extérieurs et donc de perdre du temps dans un moment où l'urgence thérapeutique est primordiale. Au cours de ce travail, on a pu observer une grande hétérogénéité des pratiques, que ce soit en matière de protocole d'hydratation, de sauvetage à la leucovorine, ou même sur la connaissance des facteurs de risque de retard d'élimination du méthotrexate. Un facteur technique à risque qui a été notifié, c'est la multiplicité des supports de prescription médicale et de validation pharmaceutique. En effet, l'ensemble des médicaments sont prescrits sur Dexcare, et les chimios, elles, sont prescrites sur le logiciel Chimio. Et donc, bien rappeler qu'au moment des cures de méthotrexate haute dose, il est nécessaire donc de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse sur Dexcare. Donc, pour conclure, les toxicités observées chez nos 4 patients sont représentatives de celles énoncées dans la littérature scientifique, avec des toxicités rénales, hépatiques, digestives ou même hématologiques. Donc, chez les 4 patients, on a eu une insuffisance rénale aiguë avec un DFG altéré en moyenne de 71,5%. Dans les médicaments à risque qu'on a pu relever, on a le pantoprazole, la ceftriaxone, le dasatinib ou le valacyclovir, qui ont pu avoir des effets inhibiteurs ou avoir été substrat des transporteurs OAT1, 3, BCRP et des MRP, ou même des médicaments qui ont pu modifier l'hémodynamique rénale comme la spironolactone. On a eu une réadministration de méthotrexate haute dose chez 3 patients sans retard d'élimination, sachant que le pantoprazole a été supprimé chez les patients au moment de la réadministration du méthotrexate haute dose.